franc-parler, Honoré Naoum. Bonjour à chacun et à tous. Si vous venez de nous rejoindre, alors bienvenue à vous sur Radio Cotonou, la 94.3. Le 16 janvier dernier, une délégation de l'Union progressiste Le Renouveau était au siège du bloc républicain, deux partis représentant la majorité présidentielle au Parlement. Une réunion qui s'inscrit dans le cadre de concertations périodiques entre les deux partis qui, bien que soutenant les actions du pouvoir en place, ne portent pas la même idéologie. Que cache donc cette démarche ? Quel est son impact réel sur les deux partis et leurs militants à la base ? Dans une communication rendue publique par les deux partis, ces organisations cherchent bien entendu à maintenir la cohésion et le vivre ensemble. Par conséquent, ils doivent convenir des consignes à donner à leurs militants respectifs à la base quant aux attitudes à observer afin de demeurer dans l'harmonie et surtout maintenir le cap dans le militantisme politique. C'est ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux. Pour en parler et aussi aborder d'autres sujets d'actualité, nous avons invité pour vous ce matin sur votre émission Franc-Parler, Monsieur Séfis Béo Aguia. Bonjour Monsieur Naoum. Bonjour. C'est un réel plaisir de se retrouver dans ces studios de Radio Cotonou. D'accord. Le plaisir est partagé. Merci. Ok. Je dirais que vous êtes membre du bureau politique national de l'Union progressiste Le Renouveau, UPR, et vous êtes aussi membre de la cellule de communication du parti, l'Union progressiste Le Renouveau. À nouveau, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui sommes honorés. Alors, à la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chikwe et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert comme d'habitude à 11h15 pour vous permettre d'intervenir, de poser vos questions à notre invité du jour. Vous aurez donc à appeler le numéro 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour intervenir. Vous pouvez également laissez votre message via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. Nous revenons donc au plateau avec notre invité. Et donc, je parlais tantôt d'une rencontre périodique que nous constatons, bien entendu, entre l'Union progressiste Le Renouveau et le bloc républicain BR. Alors, dites-nous la raison profonde de cette démarche. Merci une fois encore à M. Naoum et je dis meilleurs vœux à tous les auditeurs de la 94.3 Radio Cotonou. Alors, ces rencontres s'inscrivent, comme vous avez pu bien le dire en introduction, dans le cadre de séances de travail périodiques pour permettre à ces deux organisations qui sont ensemble dans la même logique de soutien à l'action gouvernementale, de participation à l'action gouvernementale, de se concerter sur des points clés de la gouvernance au plan national et également au plan local. Donc en réalité, pour le compte de l'année 2023, il y en a eu en mai, nous-mêmes étions de la partie. Ce sont des rencontres où il y a des échanges lorsque ces deux formations politiques sentent le besoin de discuter. Parce qu'il y a des accords de gouvernance, par exemple, au niveau local, dans bien de communes. Je veux citer les communes de Banté, des communes de Savalo, des communes de Copago ou ailleurs, où ces deux partis sont en position de force et partagent la gouvernance locale. Parfois, il y a des frictions, parfois, il y a des malentendus, parfois, il y a des incompréhensions. Donc, il faut à plein temps être en train de discuter pour faciliter la concrétisation de ces accords-là, de sorte que le développement local ou ailleurs ne prenne pas un coup. Donc, il y a ça. Il faut aussi dire que la dernière rencontre du 16 janvier dernier vient, au-delà de ces questions de gouvernance locale, évoquer des questions d'actualité nationale et internationale. Et Dieu sait qu'au plan national, il y en a, et qui sont des questions
qui concerne ces deux formations politiques très représentées au plan national. Donc, ces formations politiques ont des collaborations également au-delà du gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale. Des groupes parlementaires de ces deux formations politiques se concertent, ont des positions communes quant de besoins sur des questions de ce côté là-bas aussi. Et donc, il faut davantage harmoniser. Ce n'est pas parce que forcément on est autour du même leader politique que les choses vont tout le temps comme sur des chapeaux de roue. Il faut renforcer le dialogue. L'image qui est projetée, c'est plutôt la cohésion. Bien entendu, c'est pour dire que c'est pas toujours, c'est pour ça qu'il faut renforcer. On ne remarque pas de point de divergence. Exactement, c'est ce genre de dialogue, ce genre d'initiative de façon permanente qui permettent de maintenir cette image en fait. Parce que ne pas le faire, parce que beaucoup pensent que comme ce sont deux formations qui sont autour du même leader politique, du coup, tout va très bien. Ce n'est pas toujours systématique. D'accord. Ce sont les initiatives de dialogue de façon permanente, périodique, comme ce fut dit, sur des points clés qui permettent de collaborer, de rester ensemble, de regarder dans la même direction. Vous voyez par exemple ces questions de gouvernance locale, lorsqu'au sein d'un conseil communal, par exemple, il y a de véritables frictions, des dissensions, pour peu que sur des questions de personnes ou parfois des questions de mise en place de structures au niveau local, des choses à faire ensemble. Si ces formations politiques ne se parlent pas, si les leaders ne montrent pas qu'au sommet, on se parle et que ces questions sont remontées et qu'on en discute, eh bien les frictions à la base peuvent être très fortes. Donc il faut les éviter. Il faut travailler. Dès qu'on sent un peu que ça se chuchote, ça dit, il y a des malentendus et choses, les discussions se mettent en place. On anticipe aussi sur celles qui peuvent venir pour dire, il y a tel point ici, il y a tel autre là. Et donc, les leaders échangent autour pour aplanir et avancer ensemble. Alors, vous, personnellement, Cephis Béo Aguia, on connaît un peu votre militantisme. Vous avez fait un peu de temps, bien entendu, au niveau de Mouel Bénin. Après, vous vous retrouvez au niveau du Parti Union Progressiste. Alors, fondamentalement, quand vous regardez cette option qui a été retenue par les dirigeants du parti, est-ce que c'est vraiment pertinent? Cette expérience, bien entendu, que vous évoquez, j'ai pu savoir que c'est dans la discussion, c'est dans le dialogue, c'est dans les rencontres régulières que vous obtenez des points de convergence. C'est dans ce genre d'approche que ce qu'on croit qu'on a totalement réglé, on se rend compte qu'il y avait des points qu'on n'a pas bien vidés. Et donc, c'est intéressant pour les formations politiques de se parler, en fait. C'est très important de se parler. Quand on est comme dans une sorte de partenariat politique au niveau où on est, il faut se parler. Il faut régulièrement regarder les points qui peuvent être des points d'achoppement. Il faut regarder des points qui peuvent être des points de divergence et aplanir ces points-là. Et donc, de ce regard-là, davantage, je me rends compte que tout n'est pas gagné à l'avance. Ce n'est que dans le dialogue et ce dialogue permanent qu'on avance. D'accord. Alors, comment se fait-il qu'on peut espérer une cohésion entre deux entités qui ne portent pas la même idéologie? Parce que le bloc républicain a son idéologie et aussi l'Union progressiste, le renouveau. Comment vous pouvez vous entendre sans porter la même vision, la même idéologie? Non, vous savez, nous n'avons pas inventé le jeu politique ni la démocratie. D'accord. Il vous arrive parfois de vous rendre compte que dans un gouvernement français, il y a les Verts, il y a les communistes, il y a un peu de centre-droit, il y a même parfois de la droite. C'est pour dire on a besoin de tout pour faire un monde. En réalité, on peut ne pas partager la même vision politique, on peut ne pas être... Mais quand on converge vers un leader, vers un programme de gouvernement, vers une vision portée par une personnalité politique autour de laquelle on se retrouve tous, on recherche des équilibres. On fait en sorte d'influencer chacun
positivement et davantage au sein d'une majorité comme ça, au niveau gouvernemental, de la présence, chacune de ces formations politiques est au gouvernement, à l'Assemblée nationale et je dis au niveau de la gouvernance locale également, gèrent des communes ensemble. Il n'y a pas de raison que, quelles que soient les lignes ou les bords idéologiques, on ne se donne pas la main pour se parler. Parce que cette cohésion, cette image, elle est importante. Vous ne pouvez pas dire que vous travaillez ensemble autour d'un même leader et après, c'est vous qui vous tapez sur les doigts entre vous, c'est vous qui vous faites des crocs en jambes. Ce n'est pas bien, ce serait très mal vu et ce ne peut pas être... Pour les leaders surtout, parce que l'image qui est envoyée, c'est bon pour les leaders, c'est bon pour les militants, c'est bon pour les cadres politiques, c'est bon pour les militants à la base, en l'occurrence, qui se disent, attention, nos leaders se parlent, nos responsables politiques se parlent. Voyez-vous, donc il ne faut pas que nous pensions qu'on est aussi éloignés l'un de l'autre que ça. Nous sommes de la même grande famille politique, nous avons un champ commun, on a des intérêts communs sur lesquels nous travaillons. Eh bien... C'est très pédagogique à la fin du point de vue d'un militantisme qu'on souhaite renforcer chez chacun. Donc vous voyez vraiment la chose comme un levier pour le développement de ces deux partis? Et pour le pays. Pour le pays. Oui, imaginez que dans un conseil vous allez au niveau communal. Vous allez très vite, très loin. Non, moi je parle du parti, mais vous parlez du pays. Regardez déjà, parce que vous avez parlé de développement. Oui. Au niveau local, lorsqu'il y a dissension, lorsqu'un conseil communal est bloqué en termes de fonctionnement, ne peut pas voter son budget, ne peut pas exécuter le budget, le maire ne peut pas prendre d'initiative, le secrétaire exécutif est limité dans ses manœuvres d'exécution de budget et tout ça, du fait de malcompréhension politique, du fait de divergences politiques, eh bien c'est le développement qui prend un coup. Lorsqu'il s'agit de décider de réfectionner une école, de mettre en place un forage quelque part. Et parce que nous n'avons pas réussi à avoir l'articulation politique, qui est un élément clé dans le processus de décision, eh bien, on a porté un coup au développement, en fait. Donc, au niveau déjà du développement lui-même, on a porté, si on ne se parle pas, il y a un problème. Ensuite, au niveau du développement des partis politiques, bien entendu, il s'agit de se dire que dans une approche où on ne partage pas les mêmes idéologies, on n'a pas les mêmes perceptions, il y a une leçon là qui dit on peut toujours se parler, même avec ceux qui ne partagent pas du tout, alors qui sont à l'opposé. Il y a du dialogue politique au sommet. Ceux qui sont totalement à l'opposé, ceux qui contestent votre conduite des choses, ceux qui contestent votre dynamique, ce n'est pas déjà qu'il y a cette possibilité avec ces autres acteurs, ce n'est pas nous qui sommes autour d'un même leader politique qui ne nous parleront pas. Ça n'aurait pas de sens. Est-ce que vous avez consulté les militants à la base avant d'aller donc sur ce terrain-là de concertation? Oh, en fait, ou de bien quoi il c'est s'agit? une décision prise au sommet? Non, il s'agit de direction de partis politiques. D'accord. En gros, il ne s'agit pas de décision qui ferait en sorte que il faut par exemple toute décision au niveau d'une des formations politiques, en tout cas pour ce qui est de l'Union progressiste, le Renouveau, qui demanderait de prendre l'avis des populations, l'avis des militants pour décider, eh bien à ce niveau, les instances concernées vont savoir la conduite à tenir. Mais si c'est pour rester au niveau de ce genre d'image qu'on envoie, de ce genre de pédagogie qu'on met en place pour dire que nous travaillons ensemble, pour l'heure, il n'y a pas encore matière à polémiquer autour de ça. Bien au contraire, les militants de part et d'autre se réjouissent de ce que, eh bien, vous voyez, nos responsables... Ils ont une bonne perception de la démarche. A priori, tout bon militant devrait se dire que c'est intéressant que les nôtres se parlent. Voyez-vous, c'est un peu cette ligne-là. Alors, Cephis Béo Aguia, cette rencontre périodique qui s'organise entre l'Union progressiste, le Renouveau, et bien entendu le bloc républicain, pour certaines personnes, c'est là où vous allez donc sceller les sorts des Béninois. Vous entendez
personne ne scelle le sort des Béninois. Ah bon? Qui que soit la personne. Ah bon? Non. Ce sont les Béninois qui disent ce qu'ils veulent et qui indiquent le chemin à suivre à qui que ce soit. Oui. Quel que soit le niveau de responsabilité. Que vous gouvernez, vous regardez ce que vos compatriotes, quelles sont leurs attentes et vous ajustez par rapport à ça. Donc, bien au contraire, c'est en écoutant plutôt ces choses qui peuvent remonter de la base au niveau de, j'ai parlé d'accord de gouvernement, de gouvernance locale. Au niveau local, quand on peut savoir, se dire, mais il y a des dissensions, il y a des frictions au niveau de certaines de ces communes. Est-ce que les responsables sont au courant? C'est les militants même à la base qui se disent, est-ce que nos leaders voient ce qui se passe? Est-ce que nos responsables sont au courant? Et chacun prend son téléphone, et chacun prend son stylo, est-ce qu'il peut envoyer un courrier ou qu'il peut appeler pour rendre compte d'une situation, pour dire, nous souhaitons que vous intervenez, nous voudrions que vous parlez. Vous voyez l'autre de tel quand il est en train de faire ceci. C'est nous qui avions raison. Et donc ça plutôt vient de la base aussi pour dire, nous avons besoin que vous arbitrez en fait. Et donc ça va un peu dans ce sens-là. Mais c'est le sort des Béninois. Je ne crois pas que ce soit... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, donc, vous vous rencontrez souvent pour échanger et autres sur l'avenir de la nation, si on comprend très bien, et voir dans la mesure du possible, vous pouvez donc organiser la gouvernance à la base. Mais pourquoi ne pas aller carrément à la fusion? Oh, ça reste une question. Si... parce que c'est un peu bizarre pour pourquoi? S'il y a des raisons sérieuses, un jour qui demandent cela, ça pourrait bien arriver. L'idée n'a jamais émergé, c'est ça? Non, ce n'est pas cela, en fait, l'essentiel des choses. Le jour où ces formations politiques se rendront compte ou estimeront qu'il faut aller dans cette ligne, elles prendront les précautions pour cela, elles prendront les résolutions pour cela. Et mettraient en œuvre une telle action. Mais pour l'heure, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de tel projet, il n'y a pas de... Vos échanges ne vont pas là-bas? Projection, non, du tout pas. Pas du tout. Non. Alors, concrètement, pour la réunion passée, quelles sont les importantes décisions que vous aviez eu à prendre? Premièrement, c'est la question comment dit-on, de l'appréciation. Oui. Parce que c'est surtout 3 points. Hein. D'accord. L'appréciation de la situation politique nationale et internationale. Nationale surtout sur tous les sujets que vous pouvez concevoir et qui sont d'actualité et tout. On reviendra là-dessus, clairement. Mais voilà, donc les responsables politiques en parlent et voilà. Également au niveau international, puisque ne serait-ce qu'autour de nous, nous avons des préoccupations au niveau régional avec les frontières qui sont fermées. Voilà, il y a des situations de cette nature et qui demandent que les partis politiques regardent, chacun exprimant son point de vue et ressortent des points de convergence autant que possible pour travailler sur ces points. S'il y a des points d'achoppement également, essayer autant que faire possible de les minorer. Et donc, il y a eu. Le deuxième point, c'est la gouvernance au niveau local. Et j'ai évoqué les communes où il y a ces besoins de renforcement de dialogue, de renforcement de la cohésion et tout. Et donc, les partis politiques, les deux partis politiques ont davantage exhorté à ce que les choses se passent bien de ce côté. Le troisième point, c'est de mettre en œuvre toute initiative qui permettrait de consolider avec efficacité cette dynamique en fait de dialogue, de concertation périodique et toutes les initiatives qui permettraient que le pays se porte bien davantage. D'accord. Ce point après la réunion de concertation, vous faites le point à qui? Aux militants ou bien au gouvernement ou qui? Ou bien juste, c'est une rencontre, on fait le point, ça reste dans les tiroirs. Il y a un communiqué qui est sorti pour dire, voilà, on s'est rencontrés, voilà ce dont on a parlé. C'est déjà une note de compte rendu. D'accord. Les responsables politiques de tel groupe et de tel groupe se sont rencontrés. Nous avons évoqué telle préoccupation et ça se rend public. C'est donc le compte rendu est fait au-delà de nos militants.
au-delà des militants de chacune des formations politiques. C'est à toute la nation, à l'opinion publique nationale et internationale que cela est adressé. Donc tout le monde sait ce dont on a discuté. Et voilà quoi, c'est le plus important. Okay. Maintenant, le travail politique que ça peut induire au niveau de chacune des formations politiques, les consignes et les orientations sont données par chaque responsable, par chaque groupe, pour aller vers un tel travail. C'est le plus important. D'accord. Alors, UP rencontre BR, vous êtes de la même formation, de la même tendance politique, pour le dire ainsi. Pourquoi UP ne rencontre pas FCBE ou ne rencontre pas les démocrates? Non, j'ai dit pour le niveau de présence, en fait. Pour le niveau de présence et des points dont il faut... Parce que quand on se retrouve un peu comme dans un accord de gouvernement, au niveau, il y a de la présence au niveau gouvernemental des deux formations politiques. C'est ça. Au niveau parlementaire également et au niveau des communes. Des communes. Maintenant, c'est ce genre de discussion entre partis politiques, si c'est nécessaire, cela peut venir. Ce n'est pas exclu, non, du tout pas. Vous savez, on est dans un environnement où dès que vous avez une sorte de démarche, parfois comme ça, elle peut être mal interprétée, mal perçue. Mais ce n'est pas toujours non plus ce qui se fait n'est pas toujours au niveau... même des discussions informelles peuvent se tenir. Donc il peut y avoir des préférez discussions derrière le rideau pour certaines situations... rencontrer les opposants, c'est ça? Non, c'est pas ça. Pour certaines situations politiques, même à l'intérieur de l'autre côté du rideau, ce n'est pas toutes les discussions que les partis politiques, même de la majorité présidentielle, tiennent, qu'on met en surface. Donnez-nous quelques biscuits quand même. Non, du tout pas. De ce que vous tenez derrière les rideaux. Non, il n'y a rien là-bas. S'il y a des choses à faire en réalité, il s'agit par exemple de regarder une loi au niveau parlementaire. Il faut avoir une position. Des discussions peuvent se tenir et on n'a pas besoin. Encore que les groupes parlementaires rendent compte publiquement de ce qu'ils font. Donc, en gros, il n'y a pas grand-chose qui ne soit pas révélé à l'opinion dans ce genre de choses. Tout en considérant que la politique aussi, quelquefois, bon, il y a de ces jeux de rideaux que vous évoquez et qui peuvent contribuer à apporter des solutions. Voilà. D'accord. L'état d'esprit aujourd'hui, c'est clair au niveau de beaucoup de gens. Votre réunion se tient, mais quelle est l'image, bien entendu, que vous renvoyez par exemple à la classe politique de l'opposition à travers cette concertation? Quelle est l'image que vous voulez donc projeter? Bon, nous, on fait notre démarche. Oui. Et on ne sait pas si cela a un effet sur des groupes qui ne partagent pas les mêmes... avec lesquels n'ont pas les mêmes conceptions des choses ou les mêmes perceptions politiques ou les mêmes lignes, quoi. Et donc, ce qui est fait... Ça vous fait peur? Non, ça fait peur. Non, moi je vous pose la question. Nous ne sommes pas monstrueux, donc ce que nous faisons... Non, en taille, par exemple, à l'Assemblée nationale, vous êtes majoritaire, et en plus de ça, vous vous rassemblez encore. C'est peut-être une image que vous envoyez à l'opposition pour dire nous sommes les dominants. C'est de l'humilité, de la cour. C'est de l'humilité. Il y a une leçon d'humilité dedans. Lorsque vous êtes fort, vous supposez fort, je dis bien supposé fort, et que vous n'établissez pas des ponts de discussion, vous ne vous rencontrez pas périodiquement, vous ne convergez pas constamment sur des choses, votre force supposée, vous pouvez la perdre. Oui. Donc, c'est à vous davantage. Donc parce que quand vous ne voulez pas prendre le risque de perdre des militants ou de perdre des élus. Quand on pense, quand on est supposé être, ou quand on est en position de premier, par exemple, ce n'est pas facile de se maintenir. Et donc, si vous dites, on est arrivé et puis on a le plus grand nombre de députés, on a le plus grand nombre de communes, etc., et vous dormez sur vos lauriers, vous pouvez perdre pied, en réalité. Donc, il y a de l'humilité dans cette démarche. Rien n'est jamais politiquement gagné, à l'avance aussi. D'accord. Mais maintenant, de ce que je peux penser à mon niveau, en ce qui concerne les partis d'opposition, ils peuvent faire autant. Ils peuvent se parler.
Ça ne ferait du mal à personne. Et peut-être faire la démarche vers vous, c'est ça? Peut-être souhaiter vous rencontrer. Idéalement, c'est que les partis d'opposition aussi se parlent. Pourquoi pas? Est-ce que c'est mauvais de conseiller cela? Non, du tout pas. Pas du tout. C'est de dire oui, concertez-vous, il y a des sujets clés. Il ne s'agit pas de se parler par presse interposée, médias interposés, donner des leçons, des orientations aux autres. Vous avez des couloirs de discussion et vous dites, nous avons discuté. Nous, on a fait ça. On a discuté de telle chose. Et donc, voilà ce que nous sommes en train de faire. Les autres aussi peuvent en faire autant, si ce que nous faisons les inspire, bien entendu. D'accord. Alors, vos réunions de concertation, est-ce que cela a vraiment un impact sur la gouvernance du pays? Vous savez, le jeu politique, quand il n'est pas... Un pays, la gouvernance, d'abord, fonctionne sur les piliers politiques. Lorsque politiquement stable, il n'y a pas cohésion politique, il n'y a pas stabilité politique, toute la gouvernance prend un coup. Vous avez des pays autour de nous qui sont dans des difficultés aujourd'hui parce que, à un moment donné, les choses n'ont pas bien fonctionné. Donc, il s'agit d'avoir d'abord de la stabilité politique, d'avoir une paix politique, d'avoir une vie politique assainie, stable. Et c'est dans ce contexte que le développement se met bien en place. C'est-à-dire que la gouvernance est bonifiée quand la vie politique se porte bien. Et la vie politique a le devoir de sécréter la bonne gouvernance, a le devoir d'asseoir les piliers du développement et d'y veiller en fait. C'est la vie politique qui le fait. Parfois on perçoit l'action ou le jeu politique comme perfide, comme nuisible et tout, mais on n'a pas de nation, on n'a pas d'État, on n'a pas de pays sans politique. L'État est une institution politique. L'État, en tant que tel, l'État moderne, de ce que nous avons hérité de l'histoire gréco-romaine et tout le reste, l'État est d'essence exclusivement politique d'abord. Si on n'est pas politique, c'est la politique qui crée l'État. Nous avons dit nous sommes une république et qu'on s'est constitué, nous tous, pour être sur ce territoire. Et donc, c'est une démarche politique. Nous sommes citoyens de cette entité. Nous nous sommes donné des règles communes. Nous nous sommes donné des institutions. Nous élisons des responsables pour diriger en notre nom. Eh bien, donc, c'est la politique, cela. Si nous ne structurons pas bien cette démarche, si nous n'avons pas une vie politique qui fonctionne bien, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de gouvernance. On vire vers l'anarchie. On vire dans des gouvernements de fait, dans des régimes de fait, où on met de côté les règles qui font marcher l'ensemble. On met de côté la Constitution, par exemple. On suspend les institutions et on se met à faire un peu la volonté de celui qui vient comme un messie. C'est ses lubies et ses rêves de chaque matin qu'il déroule et donne des instructions, fait ceci ou fait cela. Donc, nous avons besoin d'avoir une bonne vie politique, en fait. Et donc, ce qui se fait aujourd'hui par ces deux partis politiques participe évidemment de cela. D'accord. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les deux formations politiques sont un tant soit peu hantées par les élections de 2026 ? Hantées ? Oui. Non, les élections 2026 ne sont pas une hantise. Maintenant, si vous voulez que je sois un peu plus doux, est-ce que vous êtes préoccupé par les élections de 2026 ? Est-ce que c'est ça le mobile en réalité? Non, derrière? L'urgence, comme on a dit, c'est le développement à la base. C'est de faire en sorte que les conseils communaux où nous sommes ensemble, que les questions de développement soient les plus importantes pour nos compatriotes à ce niveau, que de Copago à Savalo, dans Bante et tout, nous avons des collaborations politiques, que les choses se portent bien entre nous et que cela influence le développement. Ce sont des urgences. J'ai évoqué des questions de construction d'écoles ou de réflexion d'un pont entre deux villages. Lorsque vous n'avez pas la paix politique, vous n'avez pas la cohésion politique qu'il faut, eh bien, cela ne fonctionnera pas en réalité. Et donc, déjà, ce sont les urgences. Au niveau gouvernemental, participant tous à la gouvernance du pays à ce niveau, c'est de prendre les bonnes décisions, les initiatives qu'il faut pour l'exécution, la bonne mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Il y a des projets, des programmes prévus par ce document cadre qu'il demande aux formations politiques
de rester concentré pour le développement, de rester très concentré pour l'exécution du programme d'action du gouvernement. Si on commence par polluer cet environnement avec des projections sur les élections à venir et que cela devient la préoccupation majeure en lieu et place de l'exécution du programme d'action du gouvernement, et le mandat finit dans 2 ans du point de vue calendaire, et donc on se détournerait de l'essentiel en fait. Et donc 2026, c'est une échéance comme les autres, quoi qu'on dise. C'est une échéance, c'est une élection, mais c'est en construisant, c'est en structurant, c'est en travaillant. Vous savez, au niveau de l'Union progressiste, le renouveau aujourd'hui, le travail le plus important qui est en cours, c'est après le recensement, qui a été une opération à succès, c'est la mise en place des organes à la base. Et ça a commencé par les cellules de village et de quartier de ville. De Banikwara aujourd'hui dans bien d'autres localités, il y a des évolutions sur cette question et c'est très important parce que si vous ne savez pas qui sont vos militants, je ne sais pas à qui après vous vous adressez aussi. Donc vous réglez la question de structuration à la base pour consolider votre assise. Vous travaillez à cela. Parce que si vous voulez bien préparer 2026 aussi, c'est le plus important. En dehors de l'action gouvernementale que vous conduisez ensemble ou de l'action de gouvernance locale que vous conduisez dans certaines localités, nous, au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, ce que nous faisons, c'est cette structuration, c'est ce renforcement à la base. C'est tellement majeur que quand on ne l'aura pas fait, il ne faut pas rêver de 2026. C'est ce travail politique qui est primordial. Et donc, est-ce que les deux partis politiques discutent de 2026 ? Non, je ne pense pas. Quand vous avez vu les points en discussion, il n'y a pas du tout ces préoccupations dedans. L'actualité donc est très riche là-dessus. Les citoyens en parlent suffisamment. Donc, le président de la République, le président Patrice Talon, on va donc enclencher le décryptage un tant soit peu de l'actualité avant de donner la parole aux auditeurs qui vont pouvoir intervenir dans quelques minutes. Le président Patrice Talon, dès lundi, va rencontrer les 3 formations politiques qui sont représentées à l'Assemblée nationale, à commencer par les députés de l'opposition, les membres du Parti Les Démocrates. Oui, cette réunion annoncée, comment vous avez reçu l'information au niveau de l'UPR ? C'est une bonne nouvelle pour la démocratie, pour le jeu politique. C'est ce dont nous parlions tantôt. C'est des discussions, c'est le dialogue. C'est dans cette approche-là que vous consolidez votre vie politique. Et donc, c'est très intéressant que cela se produise. S'il y a des préoccupations, parce que quand on parle de groupe parlementaire, on voit bien que la question renvoie à l'Assemblée nationale. Ça renvoie à l'Assemblée nationale. Donc, si c'est des députés, on a pu tous déjà constater que, par exemple, le caucus parlementaire des femmes, le chef de l'État a reçu ce caucus parlementaire des femmes déjà. Et donc, quand on arrive au niveau des groupes parlementaires, s'il y a des préoccupations relatives au rôle de l'Assemblée nationale, à ses prérogatives, et le chef de l'État, qui est le premier responsable politique d'entre nous tous en réalité, parce que chef de l'État, et je vous ai dit tantôt, l'État, c'est la première institution politique. À ce niveau, alors, s'il estime que il faut travailler à harmoniser des perceptions, des vues, des positions, ou écouter les autres pour savoir leur approche, leur appréhension, eh bien, c'est une très bonne nouvelle. On ne peut que le féliciter pour ça, et même souhaiter que cela arrive très souvent pour montrer qu'on peut ne pas partager les mêmes perceptions, on peut ne pas être du même côté, mais qu'on peut discuter pour chercher des solutions qui font avancer le pays en fait. D'accord. Donc lundi, demain, rencontres se tiendront pour apprécier des points de discussion. De toutes les façons, nous en serons informés. Ce n'est pas le président Patrice Talon, ce qu'on peut retenir aussi de lui, c'est de la transparence informationnelle dans ses choix ou dans ses projections ou dans ses démarches politiques. Tout est ouvert en fait. D'autres pensent le contraire.
Oh non, du tout pas. Moi, Il cuisine plus derrière le rideau. Non, tout le monde... la cuisine, vous l'avez évoqué, non? Oui. Non, c'est pas au salon que madame fait la cuisine. Donc, quand c'est de la cuisine, oui. on cuisine. C'est et ça. puis après, mais si vous avez cuisiné, vous pourriez dire, j'ai après utilisé tel ingrédient, j'ai fait ceci, j'ai utilisé tel temps de cuisine. En réalité, il a le mérite d'être transparent, à mon sens, politiquement, d'annoncer des actions ou des initiatives qu'il estime qu'il porterait ou qu'il accompagnerait et d'y travailler. Et quand si c'est des discussions qui se tiennent, tout le monde est au courant de ce qui se dit ou de ce qui s'est passé. Alors, sur la toile, on le lit aisément. On parlera au cours de cette réunion, bien entendu, de la relecture du code électoral, de révision de constitution. L'UP et le renouveau se retrouvent. Vous êtes prêt vraiment à porter un autre projet de révision de la constitution? Cette question est devenue un point très important de l'actualité. Mais tout part de ce qu'un citoyen a adressé un recours à la Cour constitutionnelle et qui, à son tour, a estimé qu'il faut revoir au niveau du code électoral des éléments qui devraient permettre de bien tenir les échéances de 2026 et peut-être d'autres après. Mais en tout cas, les prochaines échéances sont en 2026. D'ordinaire, lorsque nous approchons les élections, tout en respectant les périodes où on ne peut plus toucher aux tests, conformément au protocole de la CEDEAO duquel nous sommes partis, d'ordinaire, on regarde les tests. On peut procéder à un toilettage. On peut se dire qu'il y a tel point qui était quand on a fait la dernière élection, les leçons apprises, chaque parti politique, chaque institution concernée a probablement formulé des recommandations pour améliorer nos processus électoraux. Et donc, on peut dire qu'on est dans le même contexte en réalité, d'amélioration de nos processus électoraux. Ce que nous voulons faire, c'est de l'anticipation à la paix. C'est de faire en sorte que 2026 ne soit pas... Vous savez, la concurrence politique ou la compétition électorale, c'est des moments un peu très... qui créent une sorte de fébrilité quand même au niveau des pays, au niveau des États, puisque on dit concurrence, on dit compétition. Alors, ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est au niveau du code électoral que la Cour demande aux parlementaires de faire les ajustements nécessaires. Bon, mais pourquoi l'idée de révision de la Constitution? Qui est-ce qui a évoqué l'idée de révision de la Constitution? On peut situer ça aujourd'hui dans l'opinion. Qui est-ce qui a évoqué? Je ne note pas que ce soit des responsables ou des militants ou des députés de l'Union progressiste Le Renouveau. Personne. Aucun membre ou aucun responsable n'a évoqué cela. Je ne pense même pas non plus au niveau du bloc républicain ou d'autres partis de la mouvance présidentielle. Et non plus, je ne sais pas, ce qu'on a pu voir, c'est une réunion des présidents quand même d'institutions convoquées, bien entendu par le ministre de la Justice. Oui, ce qu'on a pu voir, il y a eu cette réunion qui n'est pas nouveau, en réalité, où des discussions se tiennent entre des mots forts les responsables d'institutions. Oui, bien entendu, des mots forts ont été utilisés. Les mêmes responsables, ou du moins leurs services, se sont expliqués sur le contexte de ces choses-là. Donc, on ne va pas prendre ça pour s'infecter avec en réalité. Alors, ce qu'on a pu noter, par contre, c'est des positions, des jugements, des soupçons de dire des questions de troisième mandat. En fait, c'est ce que les gens... Bon, le président Talon, lui, il a dit, je n'en veux pas. Mais il s'est bien trouvé des esprits qui ont estimé que si, par exemple, il va y avoir révision de constitution, que ce serait au profit de M. Patrice Talon, et parce qu'il serait en train de rechercher un troisième mandat. C'est bien anecdotique concernant cette personnalité, parce que c'est le premier et l'un des rares chefs d'État, je dirais le premier à faire mettre dans une constitution où il était dans une position politique très forte concernant l'Assemblée nationale, à dire que nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats. À supposer même que vous avez fait un mandat
Donc, et que vous êtes parti. Donc on peut 10 ans dormir, après, vous on peut revenez. dormir tranquille, c'est ça. Donc, le président Patrice Talon qui évoque cela, il faut bien interroger sur pourquoi ils évoquent et qu'est-ce qui est à l'origine de leur activisme politique aujourd'hui. Dites-nous. Mais alors, ces personnes, visiblement, des gens qui, par le passé, ou des responsables qui ont eu des rêves et des attitudes de révision opportunistes, veulent créer dans l'opinion une sorte de renversement de l'opinion. Or, en réalité, ces personnes sont à la recherche d'un tel projet en réalité. Parce que les mêmes disent, par exemple, le jour de l'an. Attendez, soyons clairs, c'est fils Béouaguia. Vous êtes en train de nous dire quoi? C'est que les mêmes disent, le souhait d'une révision est porté par l'opposition, c'est ça? Les mêmes disent le jour de l'an qu'il faut pas, oui. Il n'y a aucune révision possible. Quelque temps après, les mêmes disent, on peut réviser de toute façon. Et puis, ils sont très actifs, reprennent des rôles politiques, écument villes et campagnes, contrées et villages. Aucune loi ne les empêche de faire. Mais il faut bien s'interroger parce que nous ne le faisons pas suffisamment. Oui, allez-y. Il faut bien s'interroger sur les mobiles d'un tel activisme, en fait. Au plus profond, on peut chercher à savoir pourquoi est-ce que ces personnes ou ces personnalités ont des positions aussi divergentes, c'est ça? Dans cette même tendance, il y en a qui ont dit parmi eux que c'est après 2026 qu'on peut réviser. Réviser. Donc, ce n'est pas M. Patrice Talon qu'on fait le projet c'est pas à lui qu'il faut faire le procès d'une révision opportuniste de la Constitution. Du tout pas. D'accord. Du tout pas. S'il y a un besoin de toucher à des tests pour régler, parce que le code électoral a un adossement constitutionnel sur bien de points. C'est ça. Si c'est à ce niveau que le travail politique a fait par l'Assemblée nationale, ce que souhaite la Cour constitutionnelle, si c'est à ce niveau, eh bien, ça restera au niveau du code électoral. Ça restera au niveau du code électoral. On n'aura pas besoin d'aller vers la Constitution. Et d'ici, le code électoral a un adossement constitutionnel. Il y a des points qui sont liés. Si ce serait nécessaire, il ne faut pas que ce procès qu'on est en train de faire, maladroit, infecte ce travail politique à faire au niveau de l'Assemblée nationale, en fait. Merci. Toujours on reste sur le volet de la révision de la Constitution, le débat est là, c'est sûr. On aura le point donc demain, soit on reste au niveau du code, on va plus loin. Mais est-ce qu'on peut dire que, quand même, il y a eu une révision de la Constitution il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on peut dire que les gens n'ont pas bien mûri le projet, c'est ça? Pour laisser donc cette situation qui est quand même pertinent, parce qu'il y a chevauchement de dates et autres, ça pose un problème. Est-ce qu'on doit dire que les gens n'ont pas bien regardé, c'est ça? Des États se donnent. Il n'y a pas de test que des associations se donnent, que des groupes de personnes se donnent. Parce que la République, c'est une association d'hommes. Il n'y a pas de test que nous nous donnons qui soit aussi intangible que ça en réalité. On peut se dire qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est... Non, on a tout bien réussi. C'est la Bible qu'on ne peut plus toucher à ça. Et se rendre compte de ce que... Il faut rester perfectionniste. De se rendre compte de ce que, attention, il y a eu on n'a pas bien pris en compte certains aspects, certaines situations. Il n'y a rien de répréhensible quand on recherche à améliorer. C'est des points d'amélioration pour parfaire. Vous savez par exemple que la Sénat ne peut pas projeter son budget tant qu'on n'a pas bien réglé le code électoral et ces questions. Parce que si par exemple des élections qu'on dit doivent se tenir ensemble, même s'il faut acheter deux isoloirs ou deux urnes pour savoir qu'on a ce jour-là à voter pour telle élection, à faire pour telle autre élection, la Sénat a besoin de cela. Donc on a à aller un peu vite, à mon sens, pour permettre à tout le jeu politique de s'orchestrer comme il se doit, permettre aux institutions qui s'occupent de ces processus électoraux, les partis politiques, tous les acteurs qui ont un intérêt à ce que nous faisons et tous nos compatriotes d'être fixés et de retourner d'avant en fait. Et que ces questions politiques du moment ne soient pas... On ne polarise pas l'attention du pays sur ça et que la rumeur ne soit pas perçue comme
forte source de sécrétion de la vérité et que toutes sortes de manipulations de l'opinion non plus ne prennent pas le dessus sur ce que nous avons à faire ensemble. Oui, vous avez évoqué tantôt l'activisme et ça, vous allez répondre à ça et après on va recevoir donc les intervenants. Vous avez évoqué l'activisme du président Bouniaï. Moi, je me permets de dire son nom. Vous n'avez pas dit son nom, mais je me permets de le dire. Est-ce que ça vous arrache le sommeil, c'est ça, au niveau de l'Union progressiste, le renouveau? Ça vous empêche de dormir? Non, du tout pas. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle. Parce que les gens parlent quand même de foule rassemblée autour de... Une bonne nouvelle pour la démocratie. Une bonne nouvelle pour la démocratie. Voyez-vous, oui, que des acteurs politiques majeurs de notre vie politique aillent discuter de leur perception avec les populations, c'est une très bonne chose. D'accord. On ne peut pas dire que c'est de savoir à quelle fin, au bout, c'est de savoir pourquoi maintenant, en réalité, c'est les questions que quand on est politique ou pas, peut-être on peut se poser. D'accord. Pourquoi maintenant, à quelle fin, etc. et beaucoup d'autres questions qu'on peut avoir. Donc quand on essaye de comprendre un peu, eh bien, cela donne, il y a beaucoup d'hypothèses qui peuvent sortir des réflexions. On se dit, mais est-ce que ce n'est pas lié à ceci, est-ce que ce n'est pas lié à cela? Donc, et pour vous, au sein de l'UPA, c'est lié à quoi? Non. Cet activisme politique, il y a forcément un intérêt politique à être en train de le faire. Mais en réalité, quelle est son opportunité? Ça reste une question. On ne peut pas non plus. On est à 2 ans. On peut pas non plus faire. On est à 2 ans des élections générales. Il faut mobiliser. On ne peut pas non plus faire le procès de son opportunité à ce groupe politique. Non, c'est pas le but de la démarche. Ce n'est pas de faire ce procès. C'est totalement normal que ça se passe ainsi. Mais c'est les sous-entendus, les non-dits implicites ou surtout implicites, les mobiles et les motivations réelles qu'il faut bien chercher à comprendre. Le président Bouniaï a dit clairement sur le terrain la fois passée que personne ne vienne vous dire que j'ai voulu réviser dans le temps la Constitution pour rempiler, pour faire un 3e mandat, que personne ne vous dise ça. On est tous dans le pays. Ah bon? Donc, pour l'heure, nous sommes tous là. Cette histoire récente, on est tous là. D'accord. On est tous là, on ne peut pas... C'est bien. Vous êtes témoin vivant. Nous sommes là et nous pouvons... Chacun peut savoir ce que l'histoire permet de situer en réalité. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est un peu ce que j'évoque en termes de mobilité de position sur ce qu'on dit le jour de l'an, ce qu'on dit 2 semaines après et tout, et ce que notre responsable politique du groupe dit. Donc, il y a qu'il faut regarder ça de toutes les façons politiquement et analyser. C'est un peu ce que moi je dis. Okay. Merci beaucoup à vous, Séfis Béo Aguia. Vous êtes membre du bureau politique national de l'Union progressiste Le Renouveau. On va donner maintenant la parole aux auditeurs qui peuvent donc appeler et donner leur avis et poser des questions sur cette émission. Nous parlons bien entendu des rencontres périodiques entre l'UP Le Renouveau et le bloc républicain. Et aussi, on a commencé donc par décrypter aussi un tant soit peu l'actualité politique nationale. On va prendre le tout premier intervenant. Si quelqu'un est en ligne, on va le prendre. Vous pouvez aussi laisser donc vos messages via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. Nous sommes sur Radio Cotonou et l'émission c'est Franc Parler. Si le premier intervenant est déjà là, on va le prendre. À défaut, je crois que Ghislain... On prend le premier? Ok. Bonjour. Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Monsieur l'invité, bonjour. Bonjour, monsieur. Eugène Wagnon, c'est ça? Oui, c'est Eugène Wagnon. Nous vous écoutons. Je voudrais d'abord saluer votre invité. Je me réjouis de le voir au niveau de UP Le Renouveau et dans le bureau politique. Donc, merci. Après son départ de Moël Bénet, il a été accueilli là-bas. Dites-moi, monsieur l'invité, entre Moël Bénet et UP Le Renouveau, dites-moi franchement, vous vous sentez vraiment à l'aise au sein de ces dinosaures-là qui ne laissent rien tomber? Vous y croyez, ensuite la deuxième question, vous y croyez vraiment en cette rencontre-là? Vous voyez, vous y croyez? Vous êtes un ancien, vous parlez de quelle rencontre?
Les rencontres périodiques ou bien les rencontres entre le président Patrice Talon et les députés? D'abord, Oui. la rencontre périodique entre les présidents D'accord. UP D'accord. et le renouveau et le billet. Moi, en fait, bon, ça c'est mon avis. Donc, je D'accord. me répondre. Maintenant, la rencontre de lundi avec le chef de l'État est. En fait, moi, je ne me sens pas à l'aise. Vous ne vous sentez pas à l'aise, d'accord. Je ne me sens pas à l'aise parce qu'il y a de ces rencontres que moi, Oui. personnellement, j'aurais voulu qu'on ne le fasse pas, ou alors, l'accusation là, qu'on le fasse habituellement, c'est vers 20 heures que le chef de l'État appelle certaines personnes et puis c'est mieux quoi. Vous connaissez l'heure même d'appel, hein, vous êtes très fort. Non, on dirait que c'est la première fois que vous entendez que le chef de l'État appelle sans médiatisation des chefs de partis politiques ou des personnes à la présidence. Ah bon. Posez la question à la cellule de communication ou bien ennuyez-vous et restez là-bas et vous allez voir ce qui se passe. Moi, je suis gêné en fait, c'est tout. D'accord. C'est dommage. Merci C'est dommage beaucoup. que mon ami Abel se retrouve dans ça là quoi. Ah, d'accord. Je comprends mieux maintenant votre préoccupation. Merci à vous, Eugène Ewaignon. Bon dimanche à vous, hein, pour votre intervention. Nous allons poursuivre donc cette émission en recevant d'autres intervenants. Je rappelle les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Bonjour. Bonjour, Votre nom? on m'appelle Adjaki Basile, je vous appelle depuis l'arrondissement de Tambo-Djevi. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste d'investigation de la radio Cotonou. Merci. Je vous remercie. Je vous dis bonne heureuse année à vous tous. Bonne année à vous aussi. Merci. Merci. Bien, monsieur que vous avez invité aujourd'hui, moi je les remercie parce que moi-même je suis en train de chercher le parti que moi je vais rester avant. Donc je suis avec lui maintenant. Il fait renouveau. D'accord. Donc, n'importe comment, et nous allons aller jusqu'à la fin. Il faut voir que les États-Unis de l'Amérique a deux partis depuis 200 ans. Et ça continue, 52 pays qui sont regroupés pour former deux partis. Pourquoi pas en Afrique? Donc, bloc républicain ou Union progressiste, deux partis qui vont aller aux élections. Le reste, maintenant, on doit les laisser nous accompagner aux élections. Parce que le pays est là pour nous tous. Le pays est là pour nous tous. Qui veut redresser ce pays. Et ils sont en train de bouffer l'argent depuis fort longtemps. Ils ne veulent rien entendre. Leur préoccupation, c'est pour créer les partis n'importe comment. Parti, ce n'est pas une entreprise. Vous voyez? Donc, monsieur invité, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour ce pays. Et également, je dois remercier le chef de l'État aussi, parce qu'il connaît ce pays. C'est pour cela qu'il est en train de redresser. Tout le monde doit rester derrière lui. Et puis pour que le pays avance. Moi, je ne suis pas fonctionnaire, je ne suis rien. Mais je suis très sûr que là où j'ai commencé par avoir comment dirais-je, j'ai commencé depuis fort longtemps que depuis que je suis né, je suis en train de surveiller la politique béninoise aujourd'hui. La préoccupation, c'est pour avoir de l'argent. C'est pour s'enrichir. D'accord. Maintenant, c'est fini. Okay. C'est fini. Vous restez derrière lui et on va aller aux élections. Celui qui dit qu'il est opposant, il doit nous accompagner aussi aux élections. Il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Basile Adjakiye, pour votre passage ce matin sur Radio Cotonou pour évoquer donc votre avis sur la question du jour. Auditeur en ligne, bonjour. Et bonjour Benjamin Nao. À qui avons-nous l'honneur? Akwasu renfort depuis Clojigwe. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Akwasu. Je salue notre invité. D'accord, merci. Moi, c'est bon, tout ce que le monsieur a dit, on a écouté. D'accord. Mais moi, j'ai un coup chaque fois que ça me gêne, quoi. Et chaque fois, d'abord, nous tous on est au Bénin. Actuellement, certains sont, il dit autre chose, certains sont, il dit autre chose. Mais, la question que moi je vais poser, est quoi? Est-ce qu'on cherche réellement pour notre Bénin? Est-ce qu'on
avancé. Deuxième, que quoi? Comment on peut se gérer? Si une présidente vient, on peut savoir que bon, dans le sens que le président a pris, si là où il va, si ça ne marche pas, on peut dire monsieur, ça ne va pas. Mais comment on fait des débats qui ne correspondent pas de ce que le monsieur fait et ce qu'on fait? Chaque fois ce que chacun sort, il dit ça, ce que chacun sort, il dit. Mais le monsieur qui est venu là tout à l'heure, il nous a expliqué de questions que c'est que tu es trop fort pour apporter des questions. Cela, je t'ai félicité. Merci. Aujourd'hui que tu es trop fort à côté de questions, tu es trop fort, mais tu mets ça en riant et tu dis les choses, à terre, on voit clair. Je vais poser encore trois questions pour le monsieur Bouti. Comment est-ce que projet, le parti, comment il fonctionne et on ne comprend rien, parce que moi je suis à gauche du maintenant, on ne comprend rien dans le parti. À tout à l'heure. D'accord. Voilà. Arwassou-Renfort dans son style. Merci beaucoup à vous, M. Arwassou-Renfort, pour votre passage. On poursuit avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour. Merci d'arrêter votre pause récepteur, s'il vous plaît. C'est ça, monsieur Benjamin Naoum. Votre nom? Benoît Sadongo. D'accord, nous vous écoutons. Je pose la question à votre invité, si le politicien au Bénin, s'il est sérieux, certainement il va me dire oui. Il va me dire oui, que le politicien est sérieux. Est-ce qu'il a pu vous dire pourquoi lui, il a fui du Moued Bénin? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une telle expression? Oui, bon, enfin, pour moi, c'est un peu fort quand même, je vous en prie. Bon, d'accord, je retire alors le mot. Bon, pourquoi il a quitté Moued Bénin pour l'UPR? Pour se retrouver, voilà. Là-bas, là où il est actuellement. Et ma seconde procuration, lorsque quelqu'un aujourd'hui il se trouve dans une position et il nous dit quelque chose, il nous dit que c'est comme ça, ceci, que c'est comme ça, ça doit se passer. Et une fois aux affaires, lui, il refait la même chose. Lui, il reprend exactement ce qu'il reprochait, ou comme à cette posture, sinon cette habitude, que celui-là pense. Hein, il pense quoi de tout ça? Parce qu'aujourd'hui, les politiciens au Bénin, vraiment, que Dieu nous garde. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre passage. On prend un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Sébastien Nyokhosu, depuis Cotonou, monsieur, au 5e arrondissement. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Aguiya, bonjour. Bonjour, monsieur Nyokhosu. Merci beaucoup pour votre brillante explication. Merci. Et ma première question pour vous est de demander pourquoi en politique, quand on est mouvancier, on applaudit tout, on dit que tout est bien, et quand on est opposant, on dit ça ne va pas, tout est noir. Pourquoi en politique ne pouvons-nous pas dire la vérité parfois? Ben, c'est ma première question. Deuxième préoccupation, à qui la faute de toutes ces incohérences qu'on retrouve aujourd'hui dans le code électoral qui touche notre constitution fétiche qui est passée par la commission des lois à l'Assemblée nationale à la plénière sur la table des 7 sages de la Cour et puis sur la table du président de la République pour, comment vous dites, promulgation, bien qu'elle soit dit. Ça a pris tous ces chemins et pourtant aujourd'hui on trouve des choses alors que ce sont les députés, tous ceux-là qui étaient là étaient du même bord en son temps. Qu'est-ce qui s'est passé? À qui la faute? Qui va demander pardon au peuple? Parce que si c'est mauvais, il faut le dire. Ma dernière préoccupation, comme on sait que toucher à la constitution dans notre pays, ça pose toujours problème, ne peut-on pas trouver une autre manière, une autre loi pour pouvoir corriger ce qu'on veut corriger dans ce code pour aller aux élections, tester ce code que vous avez voté, que les gens avaient voté, et tester ça d'abord pour ces élections générales avant de
de revenir sur la constitution. Puis c'est en temps au temps des maires, on a renvoyé encore les députés à l'Assemblée pour corriger encore ce code pour pouvoir élire d'autres maires. D'accord. Donc, on ne peut pas l'utiliser d'abord avant de revenir derrière. D'accord, merci. Merci Excellente beaucoup. journée à vous. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Je salue Votre nom? Simon Narcisse Colomé. Nous écoutons. Je voudrais demander quels conseils les deux partis qui sont autour du chef de l'État lui donnent pour que cette situation par rapport à la loi de l'amnistie soit restée comme ça. Ce que je ne pensais pas que cette situation a traduisé correctement le chef de l'État dans la cité béninoise. Donc c'est ma seule préoccupation. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre préoccupation qui concerne la loi d'amnistie, le regard du parti bloc non, UP, le renouveau plutôt. On prend un autre intervenant, c'est ça? Quelqu'un est en ligne. Vous pouvez donc continuer aussi à nous envoyer des messages. Je pense qu'on va attendre 2 secondes. Si on a quelqu'un, on prend. On revient au studio pour la suite de cette émission. 40 11 17 18 52 52 73. Le premier qui vient à l'antenne sera donc récupéré et va être le dernier intervenant. Les autres vont pouvoir écrire sur WhatsApp si on a le temps. On pourra donc lire. Il n'y a personne. Il y a quelqu'un. Ok, on le prend pour revenir au studio. Bonjour. Allô, bonjour. Votre nom? Roger Akacha. Nous vous écoutons. Monsieur l'invité, bonjour. Bonjour, monsieur Akacha. Permettez-moi de faire une remarque. Je suis membre fondateur UPR. Mais ce que je constate, dans nos quartiers, il n'y a rien. Aucune base. Rien, je vous dis rien, depuis notre création. Et c'est à la veille des élections qu'on dira, on va collecter des gens. Vous êtes membre de l'UPR, c'est ça? Quel quartier? Je suis membre fondateur de l'UPR. Et vous résidez dans quelle localité? Je suis à Cotonou ici, au 11e arrondissement. D'accord. Et vous ne voyez rien? Vous ne voyez rien venant de ce parti? Aucune organisation? Je suis à plus de 70 ans, je suis en politique, c'est pas aujourd'hui. D'accord. Mais même pas de petites réunions de quelques membres. Non. Et à la veille maintenant, c'est quand les autres auront pêché tous les militants là, qu'on va venir pour dire c'est ça. Non, ce n'est pas bon. Essayez de revoir la base rapidement. Et maintenant, pour la révision de la Constitution, pourquoi vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez toucher dans la Constitution au peuple, pour que le peuple opine? C'est parce que vous gagnez trop de secrets qu'on dit chose là. Non, dites on veut toucher à tel parce que si c'est ça. Et chacun dira, ah c'est bon, non, laissez ça. Non, c'est la transparence. Dites-nous ce que vous voulez toucher. D'accord. Peut-être on aura la réponse demain. Maintenant, autre préoccupation. Oui. Pour finir rapidement. Pour le Ring Talon, je suis pour. Mais ce que je n'ai pas accepté pour le Ring Talon, c'est la gestion de la liquidation de Coteb à Parakou. Moi, je suis actionnaire dans Coteb depuis 1995. On liquide la maison, on ne pense pas à nous les petits portefeuilles. Je sais que Talon est le premier grand actionnaire après l'État. Mais nous les petits portefeuilles, 35 actions, c'est pas petit. Ça va 50 000 fois. D'accord. Et on ne nous dit rien, et depuis, personne non, ce n'est pas opportun, sinon, personne ne voudra prendre des actions dans les sociétés demain. Et pour finir, ça c'est la dernière chose. Et nous qui avons sauvé l'administration de ce pays en 89, nous qui avons accepté de partir volontairement de la fonction publique en 89, personne ne pense à nous. Moi, je suis parti avec moins de 900 000 francs depuis 89. Il y a des gens qui sont partis et qui c'était une fortune dans le temps quand même. Hein. C'était une fortune quand même. C'était une fortune dans le temps. 800. C'était une fortune avant. Et ça fait près de 30 ans. Et c'est nous qui avons accepté pour que les personnes D'accord. soient là. Donc, maintenant, on ne dit rien. Aucun ne vient pour dire à ceux-là, on va leur, au moins ceux qui ont touché moins de 1 million ou 1,5 million, on va leur donner au moins quelque chose pour leur chose. On a compris votre préoccupation. Merci. D'accord. Dites ça à votre formation.
Merci. Merci à l'émission. Merci beaucoup à vous. On revient au studio pour répondre aux questions. Oui. Merci. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Ils ont fait de très belles interventions, si je me répète ainsi. Okay. Et voilà, en termes de critiques, de suggestions, d'interrogations et tout. Je voudrais bien commencer par le dernier. D'accord. Monsieur Akacha, qui a évoqué des questions. Je crois que la question du départ ou des départs volontaires, c'était une question bien malheureuse pour notre pays, dans le cadre du programme d'ajustement structurel à l'époque. Et cela ça a détruit des familles même. C'est au-delà de ce qu'il dit. Ça a été quelque chose de très, très douloureux parce que le pays faisait face à une situation d'État parti en faillite et qui devrait se régénérer. Il y a beaucoup qui n'étaient même pas préparés pour gérer les ressources qu'on leur a données. Ça a été quelque chose de très pénible. Et sur la question du COTEB, bon, ça reste un processus, ces questions de liquidation et autres. Moi, pour être né à Parakou et pour y avoir vécu et ayant eu de parents qui ont travaillé au COTEB, je sais très bien de quoi ils parlent. Je sais que ces questions ne restent pas insolubles tout le temps, en réalité. C'est des questions de processus et malheureusement, ça prend du temps du fait de ce que l'administration peut être aussi. Ça prend du temps. Malheureusement, parfois, des gens, je ne sais pas ce que je souhaite de M. Akacha, les gens décèdent même sans être entrés dans leurs droits. Il y a eu des questions par rapport à des banques qui ont fermé dans ce pays. C'est très pénible, ce genre de situation, et il faut regarder ça de près. On demandait un peu le quartier de M. Akacha pour dire que, bon, il y a toujours que tous les militants, parfois malheureusement, ne sont pas touchés. Et ça fait très mal que quelqu'un, membre fondateur et tout, ne se retrouve pas il n'est pas du tout impacté. Il n'est pas impacté. Le siège du parti, en tout cas dans Cotonou, au niveau du siège national, est dans le 11e arrondissement à Begamem, Ifongou, place Bulgarie là. Oui. Et donc, je pense que... Vous allez payer pour la publicité. C'est parce que elle disait, on y va. Merci de nous permettre de dire cela. Donc, ça peut être les militants de première périphérie en plus. Donc, ça ne devrait pas arriver. Et je sais que les responsables du parti, les élus, il y en a au niveau communal, qui soit le deuxième adjoint au maire, par exemple, est un des responsables du parti dans cet arrondissement. Et donc, ça peut avancer un peu plus efficacement, soit vers le siège, soit vers le DA Cotonou. Je voudrais aussi réagir par rapport à ce que par rapport à M. Rolonou. La loi d'amnistie, c'est un processus aussi qui est en cours. Il y a que cela a été introduit par un des partis politiques à l'Assemblée nationale. C'est allé en étude en commission. La commission a renvoyé en plénière. Donc, le processus est en cours. Un processus voué à l'échec? Ah non, moi, je ne peux pas le dire. Je ne souhaite même pas le dire ainsi. À mon sens, dans les discussions... Mais le président de la République dit que lui, il n'accompagne pas ça, alors que c'est lui qui doit promulguer. Ah non, c'est des choses différentes à mon sens. Ah bon? C'est des choses différentes. Il se peut bien qu'au niveau du Parlement, les choses évoluent. Qui sait? Moi, je ne peux Monsieur Béouaguia, vous y croyez? Vous croyez que quelque chose va changer? À vrai dire, je pense que c'est possible que ça change. Donc, on reste dans le processus. D'accord, je vous comprends. Au niveau du Parlement. Vous restez positif. Très positif alors. D'accord. Et voilà. Alors, sur la question de... C'est M. Nyokhosouin. Il disait que pourquoi en politique... La mouvance applaudit, l'opposition décrit. Quand c'est noir, les autres, ils peignent tout en noir et les autres, ils peignent tout en blanc. Donc, je pense que moi, je suis dans ce studio et je pense que pour la plupart des politiques, à commencer même par le chef de l'État, moi, je me souviens de son discours dernièrement à l'Assemblée nationale. Il a dit que sur la question, par exemple, de la vie au quotidien des Béninois, les questions de cherté de vie et tout, il a reconnu que ce n'est pas encore cela. Donc, si lui reconnaît... Le côté social. Le côté social. Donc, il sait qu'il y a des points d'amélioration à apporter. Donc, en général, il faut peut-être un peu plus écouter en mieux les politiques. Il faut se dire, moi, je suis venu dans ce studio, je n'ai jamais dit que ce qu'il est en train de dire, M. Béouaguia, c'est quoi? Mouvancier, on dit ça va, c'est bon. Ce que le président fait, c'est bon, c'est bon. Mais quand on prend les opposants, eux, ils disent ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, c'est quoi ces tandems? Dans la compétition électorale, dans le jeu politique et dans la concurrence politique, chacun cherche
Parce qu'on a même vu le président de la République qui disait à l'opposition, le jour où le président Boni Yayi était allé au Parlement, l'actuel président, Patrice Talon, disait mais félicitez-moi au moins pour ce que je fais. Vous voyez donc. Donc on peut rechercher cela. Chacun voulant tirer par ailleurs le drap de son côté. Oui. C'est valable dans tous les domaines de la vie. Vous allez dans le milieu des affaires, personne ne reste là pour remettre ses bénéfices à ses concurrents. Où est-ce que ça se passe? Ça se passe nulle part. C'est ordinaire à l'homme, en fait. C'est lié à l'humain qui, quand il se retrouve... Mais les citoyens se perdent quand même dans cette posture. Maintenant, il y a un devoir d'intelligence et de reconnaissance de ce qui ne va pas. Il y a des points, et moi je les appelle toujours des points d'amélioration. On ne peut pas dire que dans la gouvernance actuelle, tout va bien. Ce n'est pas possible. Il y a des points d'amélioration. Du point de vue politique, tout le temps on dit on a fait la réforme du système partisan. Il y a des points d'amélioration. La preuve, on est en train de retourner au Parlement des tests. On est en train de chercher à améliorer. Ça veut dire que tout ne va jamais bien. Du point de vue économique, il y a des problèmes. Du point de vue social, il y a des problèmes. On ne peut pas dire personne. En tout cas, moi, de ma position, je n'ai pas vu. Je mets au défi le politique, fut-il de la mouvance qui viendra dire que tout est rose. Non. Mais ce n'est pas mon rôle, moi, de dire nous sommes en équipe, on est en train de jouer la canne là. Moi, je suis dans telle équipe et l'autre est là-bas. Je ne vais pas me faire autogol. Je ne viens pas dire à l'équipe adverse, viens voir ici, regarde mon couloir, s'il ne passe pas ici, marque-moi tel but, ça ne se passe pas. Soyons humains, quoi. Oui, c'est du terre à terre humain. Donc, ce n'est pas mon rôle sauf si on est vendu. De me faire autogol. Maintenant, si je ne partage plus les positions de ce camp, eh bien, je prends ma route et je passe à autre chose. C'est plus responsable que de se faire autogol. D'accord. Alors, il dit qu'on reste avec Sébastien Orozon, il dit Koda relie, à qui la faute? Non, il y a beaucoup de documents qu'on relie tous les jours, même des actes de naissance. Il y a des actes de naissance qu'on relie. Donc, à qui la faute si on recherche cette responsabilité? On peut dire, on a élu des députés qui sont allés à l'Assemblée nationale, qui ont voté des tests en notre nom à nous tous. C'est vrai qu'ils sont, on va dire, c'est des personnes, mais c'est nos députés qui sont allés voter. Je suis tenté de dire malheureusement que c'est à nous tous la faute parce qu'ils ne sont pas allés faire des choses dans leur nom personnel là-bas. C'est au nom de rôle qu'ils sont allés jouer. Représentants du peuple. Représentants du peuple. Et il peut y avoir des points perfectibles en réalité. Dans tout ce que nous faisons, même nos maisons que nous construisons, tout ce que nous faisons, nous cherchons à améliorer, à perfectionner. Et ce n'est pas la fin du monde que ça arrive. Surtout dans le domaine politique où, quoi qu'on dise, c'est un champ d'intérêt. Comme dans le monde des affaires, c'est des champs d'intérêt. Il y a que toujours, on peut améliorer, on peut chercher à On va rapidement évoluer sur la question de M. Fadonoubo, les questions de... Pourquoi vous avez quitté Moël pour l'UPR? Alors moi, du point de vue, en dehors de ma lettre de démission où j'ai énoncé des raisons et je m'en tiens à ces raisons, je n'ai jamais évoqué cette question sur un média et c'est un choix personnel. C'est ça. Et je ne le ferai pas non plus. Okay. Je peux laisser mon contact à M. Fadonoubo, il peut venir, on va en discuter. Je préfère fonctionner ainsi. C'est ça. C'est une position que j'ai adoptée, je n'en évoque pas sur les médias. D'accord. C'est un Merci. Point, merci beaucoup à vous. Et il dit un non à la parole donnée, c'est ce qu'il remarque, les gens ne tiennent plus parole en politique, non, ça ne respectent plus leur parole. Non, c'est un sur les questions de la morale politique et de l'éthique, c'est un point d'amélioration sérieux pour tous les acteurs à travers le monde. Dans notre contexte, nos compatriotes ont fini par percevoir l'action politique comme quelque chose de perfide et qui rejettent parce que ça leur paraît nuisible. On est en train de se donner tous les coups les plus graves dans la trahison, dans tout ce qui est répréhensible du côté de l'humain. Ça ne passe pas. Et il nous revient à nous, acteurs politiques, de bien écouter ce genre de message. De savoir que malheureusement, nous avons des attitudes, nous avons des choix, nous avons des positions qui renforcent le fossé psychologique entre nous et les populations. Ça, c'est une lecture à moi, je veux souvent vraiment la partager. Il nous faut nous améliorer du point de vue du comportement politique, du point de vue du discours, que ce que nous disons, autant que faire se peut, se rapproche de ce que nous faisons parfois, qui n'est pas cette... Parce que à la fin, ça crée des problèmes
les conséquences, c'est les abstentions au vote. Hein. C'est ça. Ça perturbe les citoyens. Comme Arwa Souronfo l'a dit, il y a des points tellement de points divergents. Les citoyens ne se retrouvent plus. Ça exaspère en fait. Les gens se disent, bon, laissez-le faire le truc là-bas. Bon, moi, je vote même pas. Il nous faut travailler à rétablir cette confiance de part et d'autre. Il n'y a pas un camp spécifique pour cela. Tout le monde doit travailler davantage à faire en sorte que les gens croient en notre action, en notre marche. Sinon, c'est pas bien. Vous voyez des démocraties où c'est 10%, 5% des gens qui sortent pour aller voter. Ce n'est pas bien. Des points... il s'interroge sur le fonctionnement de l'UP. Lui aussi ne voit rien. Bon, ça dépend. Hein. Ça dépend. Il est à Calavi. Je sais qu'il est dans la commune de Glodibé. Oui. Le chef d'arrondissement de Glodibé, c'est un de nos camarades. Même le maire. Le maire de la commune de Calavi. Il faut toujours faire un peu... C'est vrai que... il a plusieurs fois appelé sur nos antennes pour dire lui ne voit pas le maire, le maire ne descend pas sur le terrain. Ce qu'il dit, parce que personne ne sort en dehors des périodes de campagne avec une griffe responsable du parti dans son milieu. C'est de prendre des informations pour se rapprocher un peu de ces gens-là. Et c'est souhaiter aussi que les responsables se rendent disponibles, il faut le dire. Les responsables devront davantage se rendre disponibles. Quand il en arrive qui évoque ça publiquement comme ça, il faut faire attention à ça. Il faut aller vers eux, il faut les écouter et apporter des réponses à ces... Monsieur Basile Diakidje, je crois, lui, il a fait beaucoup plus de comment dirais-je, de contributions. Il a donné son avis. Eugène Wayon qui dit entre Moël Bénin et UPR, où est-ce que vous êtes à l'aise? Bon, c'est vrai, vous avez dit que vous ne voulez pas parler de votre départ, mais est-ce que là où vous êtes aujourd'hui, vous êtes plus à l'aise? Les choix politiques qu'on fait, on les assume en réalité. Et moi, je note que vous n'avez pas perdu de poids. Vous êtes en forme. Donc, je peux dire que vous êtes à l'aise. Être à l'aise n'est pas lié à la posture. À cette posture au kilogramme qu'on peut développer. Je pense que quand on fait des choix politiques, on les assume. Moi, je puis dire aujourd'hui que, politiquement, qu'est-ce qui peut... Je n'ai pas voulu, quant à l'intervention de M. Fado Noubo, quand il posait la question, c'est la même posture que j'ai ici aujourd'hui par rapport à ça. Monsieur Wayi, on se connaît très bien et on peut échanger et je lui dirai de quoi les choses retournent. De toutes les façons... Il n'est pas content, il dit que là, vous êtes là. Le même a dit qu'il se dit qu'on nous a accueillis d'une certaine manière quand même à UP le renouveau. Oui. Parce qu'il y a eu comme si on ne devrait pas nous accueillir. Puisque quand il le dit, j'ai sous-entendu dans son discours. D'accord. Et donc, quoi qu'on dise, l'Union progressiste, le renouveau, c'est ce parti politique, moi je note des choix, des points de fonctionnement qui correspondent davantage à mes souhaits, à ma façon de voir le jeu politique. Pas que tout y est parfait, il y a toujours des points perfectibles, des points d'amélioration. Partout où on passe, en fait, c'est cela. Bon, il reste que davantage dans le besoin de démocratie à l'interne des groupes, on peut mieux vous écouter dans certains canaux qu'ailleurs. On va aller sur WhatsApp rapidement pour répondre donc aux questions des auditeurs qui ont envoyé leur message via WhatsApp. Stanislas Sotondi qui dit « Cher invité Béo Aguia, vu l'évolution de la politique au sein de l'Union progressiste, le renouveau et le BR, est-ce qu'on aura un candidat unique pour les deux partis politiques? Est-ce que c'est le souhait de la majorité de la population béninoise? Ce que souhaite la majorité de la population béninoise. Cela apprécié si c'est ce qu'il faut faire. Candidature unique. En politique, il ne faut dire jamais, jamais, quoi. Donc on pense que ce peut être possible. Ça peut arriver, pourquoi pas. Mais si ce n'est pas le choix, si ce n'est pas cela qui répondrait aux besoins de chacun des partis politiques en son temps, eh bien, on apprécierait. D'accord. Hier, opposant au régime de Boniaï, aujourd'hui, comment appréciez-vous les réformes en général et particulièrement sur le système partisan? Expliquez-nous le micmac, en quelque sorte, expliquez-nous le mic de l'UDBN. Je pense que ça doit être la transformation parce que l'UDBN a subi une transformation pour devenir un RN,
par rapport au bloc républicain, la révision de la Constitution de 2019, je crois qu'on en a parlé. Selon vous, y a-t-il des détenus politiques au Bénin, vu que Rekia Madoukou et Joël Aïvo sont privés de leur liberté dans le cadre politique? Que faites-vous à la mouvance pour leur libération? Voilà un peu. Sur cette question, ce qu'il va se faire, on peut souhaiter. Ce n'est jamais agréable. Est-ce que selon vous, ce sont des détenus politiques? Que des personnes la question est claire. Se retrouvent en prison. La question de savoir s'ils sont des détenus politiques, c'est les motifs de ce qui les a envoyés en procès qui permet d'apprécier cela. Et donc, je ne reste pas dans ce positionnement. Je pense qu'il faut voir la question des motifs. Parce qu'on peut être une personnalité politique et se retrouver pour d'autres questions devant la justice. Il y a des personnalités ou des personnes qui sont... Est-ce que c'est par rapport à leur engagement politique, par rapport à ceci? Je crois bien que c'est la question de M. Camus Robinson. C'est ça. Alors, c'est les motifs qui les ont conduits au procès qui permettent de dire le reste. Mais quoi qu'on dise, il n'est jamais souhaité, il n'est jamais agréable que des personnes, quels que soient les motifs, se retrouvent en prison. Quels que soient les motifs. C'est vrai que la prison, c'est une pédagogie de la sanction pour que les gens s'améliorent. Mais il n'est jamais souhaité que cela arrive. Et donc, le reste, c'est de souhaiter que cette situation-là évolue. On a soutenu Boni Yayi et tout. Non, ou bien on était opposants. À vrai dire, bon, c'est une position... Vous n'étiez même pas encore engagé politiquement, réellement, dans le temps. Moi, je le dis, moi j'ai voté en 2006 comme en 2011 pour Boni Yayi. Ah bon? Oui, moi je l'ai fait. Je suis l'un des rares. Moi je l'ai fait en fait et j'assume. C'est ça. C'est des votes que j'assume en réalité. Okay. Et alors, il peut y avoir maintenant des choses qui n'ont pas bien marché, qu'on a souhaité des points d'amélioration. Et malheureusement, peut-être on n'a pas été suffisamment audible ou on n'a pas été entendu dessus. On peut ne pas être d'accord et changer d'orientation. Mais alors, nous sommes dans une continuité des choses. Même si l'État se construit, il y a des points à améliorer. On peut rompre avec des pratiques, avec un mode de fonctionnement. C'est pour ça qu'on a dit rupture ici. Il y a des points qui avaient marché hier sous Nicéphore Soglo, sous Mathieu Kérékou, sous Boni Yayi. J'en profite pour vous poser une question de Gaëtan Kokoropo Daïdjedo qui dit ceci. La question est précise. C'est un long test. On ne pourra pas répondre à tout. Il dit la politique aujourd'hui, telle que cela se pratique dans le pays, est-ce que vous êtes fier de cela? La politique aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier? C'est la question. Même aux États-Unis ou en France, qui sont les soi-disant modèles de la démocratie, on ne peut pas dire que les citoyens là-bas, ils sont totalement satisfaits. Il y a des points d'amélioration. Nous ne sommes pas... On est dans un processus d'amélioration des choses. Les États comme les nôtres, à 60 ans et tout, ils restent à construire. La vie politique telle que nous l'avons, je l'ai évoqué tantôt. Les acteurs politiques, par exemple, du point de vue de tout ce qui peut être code moral, ce n'est pas encore suffisamment cela, à mon sens. Donc, sur la question de la vie, on peut améliorer des points. Je pense que, est-ce que je suis fier et tout? Je reste mitigé sur la question. Je pense qu'on peut mieux faire. D'accord. Voilà. Je finis avec l'intervention, le message de Degbeko Gilbert Agla. Il dit « Bonjour le plateau », ça sera votre mot de fin d'ailleurs. « Bonjour le plateau, je suis resté sur ma faim par rapport à la réponse d'une question posée par le journaliste concernant la Constitution. Un test réfléchi, mûri, peut avoir des lacunes du jour au lendemain. » Fin de citation. La question, nous avons connu une Constitution qui a fait 25 ans sans ses preuves, sans révision, et les savants ou le Dieu même qui l'ont écrit, ou bien la 8e législature a fait preuve de légèreté. Bon, le test n'est pas bien rédigé là, mais on retient, on vous pose la question, est-ce que la 8e législature a fait preuve de légèreté? Aux aînés, ceux qui se sont assis au Conseil de la République ou à d'autres qui ont travaillé à la première Constitution. Oui, ça fait 25 ans, ça problème. Non, attention, pas contre. Mais on a corrigé avec... Nous pensons que ça fait 25 ans sans problème. Non, est-ce que même on a touché
à des points sérieusement en réalité. Si vous regardez bien, c'est quelques points qui ont été touchés. C'est votre mot de fin. Et donc, il vous reste une minute. Je pense que Oui. on peut toujours améliorer. Ouais, on a mis par exemple des institutions dans la Cour des comptes. On n'a jamais travaillé pour l'avoir. On a mis des institutions dans la Constitution où les problèmes de fonctionnement se posent à plein temps. On a amélioré cela peut-être après avec des lois organiques et bien de choses. Ce n'est pas la fin du monde si ce que nous pensons avoir bien fait, nous voulons l'améliorer. Il n'y a pas de procès à faire aux gens. D'accord. Il n'y a pas de procès. Tout est amélioré. Si on ne reste pas dans cette dimension, c'est qu'on est passé à côté. Je voudrais remercier tous les auditeurs et tous ceux qui sont intervenus. Toutes les belles questions que j'ai appréciées. Et vous aussi, franchement, ça m'a fait un plaisir et à toute l'équipe technique d'être passée ici. Merci. Souhaitons tout le meilleur pour notre pays. Tout à fait. Merci à vous, Monsieur Béo Séfis Béo Agia. Vous êtes membre du bureau politique national UP Le Renouveau. Vous êtes aussi membre de la cellule de communication de ce parti-là. Merci à vous de passer quelques minutes avec nous sur l'émission Franc-Parler, fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou. Merci à vous aussi pour l'écoute et la participation. Était à la mise en onde, Ghislain Agbangba, la prise de vue, Job Chipé, au micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés, Radio Cotonou, le meilleur reste à venir. Bonne journée dominicale. Franc-Parler